Bonjour à tous les champions. Alors, les champions de natation, les champions de tennis de table, les champions de gymnastique ou de lancer de poids, mais aussi bonjour et bienvenue tous les champions de la vie que vous êtes tous derrière vos applis, vos transistors et autres canaux. Eh bien, nous vous proposons tout au long de ces Jeux Olympiques de vous emmener dans les coulisses de la victoire. Quels sont au fond les secrets, les petites recettes, la préparation mentale nécessaire à nos champions pour aller décrocher une médaille. 20 petits secrets donc de grands champions, un par jour, de quoi nous inviter tout simplement à sortir un peu de nos canapés, comme le disait le pape François, pour aller toujours plus loin, toujours plus haut dans chaque chose que nous entreprenons de 7 à 97 ans. Bienvenue dans l'âme des Jeux, un programme qui n'aurait pas vu le jour sans vous, Christophe Bourgois-Costantini. Bonjour Christophe. Bonjour Marie-Ange. Alors, finalement, bienvenue. Merci Vous beaucoup. connaissez déjà la maison. Oui, je suis très heureux d'être là. Pour 20 émissions. On est parti, le marathon commence. Et on commence avec une personnalité extraordinaire. Je vais vous faire deviner tout à l'heure. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Alors, si je vous dis que cet invité extraordinaire a eu un coup de foudre avec une gitane à l'âge de 10 ans. Je ne vous parle pas d'une femme, je ne vous parle pas d'une cigarette. Deuxième indice. Si je vous dis que sa vocation est née en regardant Doriola aux Jeux Olympiques de Mexico. Ah, on s'approche un peu là. Si je vous dis qu'il était récemment, le 23 mai dernier, porteur de la flamme olympique au Château Pavie. Et enfin, si je vous dis qu'il formait le couple célèbre, devenu champion olympique en 1988 à Séoul. C'est forcément un Bordelais, c'est donc Pierre Durand. Bravo Marion. Eh bien, on écoute tout de suite ce qui s'est passé ce jour-là, justement. Saut d'obstacle individuel. Pierre Durand, Bordeaux, sur Japlou. Le cheval est une balle de caoutchouc. Il bondit et rebondit sur un sol un peu ferme qui l'avantage. Durand va finir sans aucune faute, mais avec une seconde de dépassement au temps. Il ne gagnera, il ne prendra la suite de Jonker Doriola sur la liste de nos médailles d'or que si l'Allemand Ruck, ici en piste, fait tomber une barre. Durand attend. Tout est dans tout, comme disent les philosophes. Durand est affreusement sur les nerfs. Ah, Seigneur, l'Allemand fera-t-il oui ou non la faute qui le mettrait derrière le Français? C'est mal de souhaiter la faute d'un adversaire. Seconde de tension, d'émotion, d'angoisse, de sueur froide. L'Allemand commet la faute. Durand saute de joie. Il a gagné. Et le reste ne se commence pas trop. Durand va accrocher la médaille à Japlou après avoir embrassé sa femme. Japlou, le plus petit des grands chevaux, et c'est ainsi qu'ils feront leur tour d'honneur. Durand est un amateur type, il exerce une profession où il gagne sa vie, il fait de l'équitation pour son plaisir, pour notre plaisir, pour notre joie. La grande classe. Bonjour Pierre Durand. Bonjour. Bonjour Pierre. Ravi de vous avoir en ligne. Vous étiez un peu mon idole, vous avez toujours été mon idole. Je tiens à le préciser, les auditeurs s'en fichent complètement, mais je suis très 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 émue de vous entendre, Pierre Durand, tout simplement. Alors le 2 octobre 1988, vous le saviez, vous avez dit, je crois à un journaliste, plus ou moins récemment, que vous vous êtes levé le matin en vous disant que vous alliez gagner. Est-ce que c'est vrai ça ? Oui, c'est vrai, ça peut paraître avec le recul une petite fanfaronnade, mais pas du tout. Lorsque je me suis réveillé effectivement ce matin du 2 octobre, après avoir fait ma prépa mentale et que je suis sorti du lit et quand j'ai posé un pied au sol, j'avais la conviction que je serais champion olympique. Christophe, quelque chose qui vous surprend? Alors, il y a un point, bien évidemment, sur lequel je voudrais échanger avec Pierre, parce que c'est l'exemple pour moi iconique de la résilience. Car il ne faut pas oublier qu'avant d'être champion olympique, il y a eu les JO de Los Angeles. Et là, Pierre, j'aimerais beaucoup vous entendre, parce qu'il y a cette fameuse expression « on remonte à cheval ». Vous savez, elle est maintenant vulgarisée, oui. on le dit très souvent. Mais vous, vraiment, il y a votre cheval qui vous fout par terre, qui se barre en plus. Et comment vous avez fait, en tant que champion, pour trouver les clés et la motivation pour rebondir là-dessus, alors que tout le monde, beaucoup de gens se moquaient de vous à cette époque, etc. C'est quoi vos clés? Qu'est-ce que vous avez été épuisé dans quoi pour ça? Alors tout d'abord, vous venez de le dire à l'instant, c'est vrai, c'est passé dans le langage commun, mais il faut se remettre en selle très vite. Très vite, c'est un conseil que l'on donne aux cavaliers débutants pour ne pas qu'ils aient peur de remonter sur le cheval. Ouais. Et en fait, après cette dramatique chute lors de l'épreuve par équipe des Jeux Olympiques de Los Angeles,
Il s'avère que 3 jours après, il y avait l'épreuve individuelle à laquelle j'ai dû participer. Et ça m'a remis en selle, quelque part, alors que je n'étais pas du tout dans des conditions optimales pour participer à cette compétition. Mais finalement, j'ai pris beaucoup sur moi, je suis allé au bout, ça s'est plutôt correctement passé. Et donc, le fait de m'être remis en selle, ça a quelque part purgé très très rapidement les mauvaises émotions, les idées noires que l'on peut nourrir comme ça après un échec cuisant. Vous disiez vous-même, vous disiez, Pierre Durand, de vous-même, que vous étiez une sorte de centaure. Est-ce que c'est l'un des secrets, au fond, puisqu'on est là pour fournir des secrets, comme vous l'avez entendu pendant toutes ces émissions que nous allons consacrer aux Jeux Olympiques, l'âme des Jeux, c'est connaître son cheval, c'est quoi ? 80% du travail, 95%, 60%, qu'est-ce que vous diriez, au fond, pour gagner ? Oui. Alors, cette idée de centaure, effectivement, j'en connaissais la signification et la symbolique, mais jusqu'aux Jeux Olympiques de Séoul, je n'en avais pas vraiment vécu et compris le sens profond. Et c'est vrai que lors de l'épreuve individuelle des Jeux Olympiques de Séoul, donc nous sommes parvenus à gagner ce titre olympique, j'ai eu le sentiment, au cours notamment de la deuxième manche, que j'étais le prolongement de mon cheval, ou il était mon prolongement, et cette idée du centaure s'est imposée évidemment. Alors, vous dites quel pourcentage ? Il est évident qu'il faut être dans une complicité totale, il faut avoir une confiance mutuelle. Ouais. Et il faut, je dirais même presque être dans un état effectivement fusionnel du centaure, quoi. Ouais. Mais Pierre, il y a une autre chose aussi qui m'étonne. Moi, je suis un béotien à cheval, mais j'ai l'impression quand même, enfin mon père, paix à son âme, faisait de l'équitation en Indochine, et il m'a toujours dit que c'était un milieu très dur, que c'était l'école de Saint-Cyr, qu'on parlait parfois mal aux gens, etc. Et d'ailleurs, ça se traduit un petit peu dans le film, même si le film peut avoir des critiques. Est-ce que vraiment c'est un milieu qui est dur ? C'est-à-dire, la résilience, se remettre à cheval, donc vous nous l'avez très bien expliqué, tout de suite vous avez dû le faire, mais en même temps, si on est entouré par de la bienveillance, ça doit aider. Est-ce que là, c'était le cas ? Oupsie, Pierre Durand. Ouh là là. Non, pas franchement. D'accord. Au moins, c'est cash. Effectivement, c'est un milieu très dur, peut-être qui, effectivement, j'allais dire, puise dans la tradition militaire, puisque longtemps, effectivement, seuls les militaires ou les aristocrates, j'allais dire, montaient à cheval, mais surtout les militaires. Et pour former un cheval de guerre, évidemment, on n'était pas forcément dans une relation affective, sentimentale avec son cheval. Et c'était plutôt, j'allais dire, la cravache qui était utilisée plutôt que la carotte. J'ai été éduqué, moi, jeune, par des enseignants militaires, donc qui m'ont inculqué globalement cette culture. Et ce qui d'ailleurs est une des raisons de l'échec de Los Angeles avec Japlou, parce que je n'avais pas du tout investi la relation purement de confiance affective, j'allais dire récréative, distractive pour le cheval, parce qu'en fait, il faut quand même être bien lucide. Autant, moi j'ai pu nourrir gamin dès l'âge de 13 ans le rêve d'être champion olympique, mais mon cheval, il n'avait pas ce rêve-là. C'était pas le sens qu'il voulait donner à sa vie. Ouais. Et il fallait donc, quelque part, il adhère à mon projet, alors que c'est lui, en plus, qui allait fournir le maximum d'efforts physiques, notamment, et en sautant. Donc, pour qu'il adhère, dans un premier temps, j'ai pratiqué ce qui m'avait été enseigné, c'est-à-dire des mauvaises pratiques, un petit peu la coercition, le rapport de force. Et avec Japlou, qui avait beaucoup de personnalité, ça ne fonctionnait pas bien. 1m58 au garrot, en plus. Exact. Et donc, c'est lui qui, finalement, m'a amené à me remettre totalement en cause et à m'imposer, d'abord, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à le respecter, d'apprendre à l'aimer, pour savoir comment le faire fonctionner. Alors Pierre, justement, c'est là où c'est passionnant, parce que ça, c'est un vrai secret. Sachez que moi, dans ma formation de coach à HEC, à un moment donné, j'ai été confronté à du horse coaching. Et je suis tombé de ma chaise par la puissance d'assimilation et de guidage d'une jument de 500 kilos. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris comment un équidé
pouvait sentir avec le battement du cœur à plus de 30 mètres, la tension, et c'est pour ça d'ailleurs que les zèbres se font jamais manger, je dis ça pour notre grand public qui nous écoute, au Kenya par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, le cheval sent votre émotion et il la multiplie par 500 kilos, grosso modo. Et donc ça, c'est absolument extraordinaire pour calmer l'ego des gens, des chefs d'entreprise, etc. Est-ce que vous, quelque part, c'est ça, ce travail que vous avez entrepris, c'est-à-dire, dans votre image de centaure, cette symbiose totalement spirituelle entre votre cheval et vous? Alors, ça aussi, on le conseille souvent. Si on veut apprendre à maîtriser son cheval, on dit qu'il faut apprendre à se maîtriser soi-même avant. Et ça rejoint ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, si on n'est pas en capacité de maîtriser ses émotions, notamment toutes les émotions négatives qui peuvent vous envahir dans un moment de sport où il y a un enjeu considérable, la peur, le stress, l'anxiété, la peur de mal faire, enfin que sais-je encore, de passer à côté du rendez-vous. Tout ça, ce sont des émotions que le cheval ressent parfaitement. Ça a été bien écrit depuis maintenant, bien expliqué depuis plus d'une vingtaine d'années par l'éthologie. Le cheval est une éponge émotionnelle, et c'est vrai, parce qu'il ressent absolument tout ce que vous ressentez, et vous ne pouvez pas tricher avec lui. Et donc, il faut avant tout apprendre à se maîtriser soi pour espérer que votre cheval garde une confiance en vous et qu'il puisse après s'exprimer de la meilleure façon qui soit pour vous. Alors Pierre Durand, vous qui conseillez encore, j'imagine, pas mal nos graines de champions français d'équitation, qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi les secrets, en gros, pour gagner aujourd'hui? On sait qu'on est quand même... Est-ce qu'on est bon d'abord en France? Est-ce qu'on on a un bon niveau? On a gardé un bon niveau? Ou parce qu'on en avait un excellent jadis. Mais quelle est votre vision sur l'état de l'équitation en France et surtout les secrets qu'il faut pour gagner au fond? Et nos chances de médaille pour cette année. Et chances de médaille pour cette année, oui. Alors si on se projette justement sur les Jeux qui sont dans à peine un petit peu plus d'un mois, des Jeux de Paris, donc il faut savoir qu'il y a 3 disciplines équestres qui vont être présentées au programme olympique. Il y a l'épreuve de dressage pur, le concours complet d'équitation et la discipline qui était la mienne qui est de saut d'obstacle. Alors en dressage, malheureusement, alors qu'on était quand même avec le cadre noir, notamment le pays doctrinaire d'ailleurs de l'équitation mondiale, de l'équitation de dressage, il y a de tels écrits, c'est ce qui a inspiré le règlement de la Fédération équestre internationale, mais depuis des années, malheureusement, cette transmission ne s'est pas faite de ce savoir français, de cette culture, et le dressage français, même si en ce moment il y a un petit sursaut, il est quand même assez loin du podium. Et donc on n'aura pas beaucoup de chance. Ensuite, les meilleures chances probablement que l'on ait, c'est en concours complet d'équitation, à la fois par équipe, mais je pense aussi en individuel. Et en saut d'obstacle, l'équipe de France vient de remporter une compétition là, par équipe il y a 8 jours à Rotterdam, à peine 8 jours, parce que c'était vendredi dernier. Et j'allais dire que évidemment c'est devenu un point nommé, c'est de bon augure. Mais les résultats de ces derniers mois, de ces dernières années, étaient vraiment trop irréguliers pour que l'on fonde une véritable confiance. Donc, on va se présenter au jeu avec, oui, des chances, mais pas de certitude véritablement sur le plan de l'équipe, dans le saut d'obstacle. Et on a un cavalier qui aujourd'hui caracole en tête du classement mondial, quand même, c'est Julien Epaillard, et qui est notre meilleure chance sur le plan individuel. Voilà pour le chouchou. Allez-y. Malheureusement, le temps file. J'aurais tellement de questions à lui poser. Vous avez parlé de plaisir, Pierre. Et en fait, comme l'un des secrets, est-ce que derrière, on n'est pas dans une philosophie, la Spinoza, c'est-à-dire, en fait, c'est la joie qui mène tout, quoi. Est-ce que c'est pas ça, en fait, votre secret? Est-ce que c'était pas ce plaisir-là, d'essayer de retrouver toujours de la joie et du plaisir dans ce que vous faisiez lorsque vous montiez vos différents chevaux? Est-ce que c'est pas ça la clé de votre succès? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une clé de mon succès. Il s'est bâti sur une approche que je qualifierais de globale, qui n'a rien, mais absolument rien laissé au hasard. Donc, nutrition, visualisation, tout ça, etc. Racontez-nous un peu en détail. Oui, j'allais dire d'abord le physique, bien sûr du cheval, qui est essentiel, la condition physique,
la santé du cheval est essentielle. Ensuite, la technique que l'on fait acquérir au cheval et que l'on a soi-même est indispensable. Et j'avais l'habitude de dire à une époque où la préparation mentale, il y a 35 ans, n'était pas forcément bien pris en considération. Elle l'est d'ailleurs, à mon avis, en France, pas suffisamment encore aujourd'hui. Je disais que le mental était déterminant. Mais il fallait globalement avoir cette approche, au minimum de ces 3 conditions qui requièrent la grande performance, quoi. Et le mental est déterminant dans les moments à fort enjeu, ça c'est une évidence. Autre secret, vous avez parlé d'humilité et d'amour. Comment ça? D'humilité d'abord, pourquoi? Pour gagner. Humilité parce que d'abord on a un partenaire, cheval, donc le minimum qu'on lui doit, puisqu'on est très exigeant avec lui, alors qu'il n'a pas choisi son destin, c'est de s'imposer au moins les mêmes exigences qu'on s'impose à lui. Et lorsque on commet une erreur en parcours, ce fut le cas pour moi, ça a été rappelé tout à l'heure, à Los Angeles, lors de ma première participation aux Jeux Olympiques, dans l'épreuve par équipe, j'avais commis une erreur, donc il faut avoir l'humilité, j'allais dire l'objectivité, l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître et ne pas charger, entre guillemets, son cheval, ce que malheureusement, beaucoup trop de cavalières et de cavaliers font encore aujourd'hui. Quand il y a une faute, c'est très facile de l'incomber au cheval, alors qu'en réalité, 9 fois sur 10, c'est lié au poids du cavalier. Donc, il faut avoir cette humilité. C'est intéressant. Pour le considérer. Ça me paraît indispensable. Christophe ? Pierre, j'avais une de mes dernières questions. Moi, je suis coach de vie. J'ai collaboré avec des gens comme Rafael Nadal, comme avec le fils champion olympique de freeride, comme avec un joueur dans le top 120 ATP. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, que dans beaucoup de fédérations, notamment dans le tennis, même le foot, le coaching est toujours fait par des gens qui ont eu un passé dans un sport. Mais en fait, c'est pas du coaching, parce qu'en fait, ils viennent avec leurs méthodes, notamment avec des méthodes dans lesquelles ils ont échoué, et ils font une espèce de transfert sur les... Et vous êtes en train de nous dire que dans l'équitation, malheureusement, dans la préparation mentale, est-ce que c'est un peu la même chose? C'est-à-dire que... faut y aller, Christophe, faut y aller, vous, dans l'équitation. J'ai l'impression que dans cette préparation mentale, à partir du moment où un type comme moi, par exemple, ne connaîtrait pas l'équitation, je ne serais pas apte à coacher mentalement, alors que c'est tout le contraire. Moins on connaît un sujet, meilleur on est. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez, en toute sincérité, Pierre Durand? En toute sincérité, je le confirme, je le valide. Je le valide. Alors d'abord, il faut quand même comprendre que même encore aujourd'hui, la préparation mentale est un sujet qui peut être un peu tabou. En France, paraît-il. Mais en France, notamment, oui. Et notamment dans la relation avec le technicien, c'est-à-dire le sélectionneur ou l'entraîneur. L'entraîneur qui, je pense, a toujours peur de perdre un peu d'influence sur les cavaliers ou sur son cavalier qu'il a choisi de sélectionner, s'il y a une autre personne qui est là et qui l'accompagne sur un plan mental. Alors ça reste encore un tabou. D'ailleurs, aujourd'hui, heureusement, ça se pratique, mais ça se dit pas. Donc, ce qui prouve qu'on n'est pas à l'aise avec le sujet. Ensuite, pour répondre moi, quand je me suis préparé mentalement, effectivement, j'ai eu recours à j'ai un spécialiste des arts martiaux à l'époque qui ne connaissait absolument rien au chevaux. Et je ne lui demandais d'ailleurs surtout pas. Et il a été d'un apport très riche et déterminant pour moi dans l'apprentissage donc de ma maîtrise en toutes circonstances. Ouais, j'ai presque envie de vous poser la question pour terminer, Pierre Durand. Évidemment, on aurait 4000 questions à vous poser, mais là où le bas blesse en France, ce serait où en équitation? Alors je sais qu'il y a 3 équitations minimum, il y en a encore d'autres d'ailleurs, des disciplines, d'ailleurs Horseball et compagnie. Mais qu'est-ce qui est là où le bas blesse en France, en fait, en gros en ce moment, c'est quoi? Je suis pas certain que aujourd'hui les cavalières et les cavaliers aient j'allais dire un objectif obsessionnel comme celui qui a été le mien d'être champion olympique. Ils sont très sollicités sur divers circuits où la motivation est parfois plutôt financière par rapport aux gains qui sont mis en distribution que par rapport à un objectif purement sportif de dépassement. Et donc, ils s'y perdent, ils se dispersent souvent, ils usent leurs chevaux dans ce genre de compétition.
Et ce qui fait que quand ils veulent, ils se ressaisissent en disant « Ah, il y a les Jeux Olympiques en France, il faut quand même qu'on y soit et qu'on soit bon ». Eh bien, malheureusement, l'approche des mois précédents, des années précédentes, n'a pas forcément été la meilleure pour aborder la compétition la plus importante de sa vie, les Jeux Olympiques, dans des conditions optimales. Eh bien, qu'ils vous entendent, Pierre Durand, puisque malheureusement, c'est la fin C'est de cette première émission. Merci beaucoup, Pierre. C'était passionnant. Merci vraiment. Et merci à Japlou, quand même. Et merci à Japlou, bien sûr. Je rappelle que ce film est toujours à voir. C'est un régal avec Guillaume Canet, Japlou, qui est sorti il y a quelques années, en tout cas, et auquel vous avez participé, évidemment, plus ou moins de près, d'ailleurs, Pierre Durand, je crois. Merci infiniment, Pierre Durand. Merci, Pierre. Je vous en prie. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir. Et au revoir et à bientôt. Et surtout à demain pour tous nos auditeurs. Christophe Bourgois, on continue ce petit marathon olympique. Hein. Alors demain, on a un autre champion. Et attends, pas des moindres. Et si je vous dis que quand il a une cible à plus de 700 mètres, il doit faire quelque chose qui va se mesurer en millimètres ou en centimètres. Réponse demain. 3 petits points. Suspense. Demain, Christophe. À demain tout le monde.